On est toujours ensemble sur France 24. On va plus loin dans un instant avec Richard Verly, correspondant en France du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard. Bonsoir. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, l'Europe engagée dans la durée auprès de l'Ukraine. C'est le message qu'entendent afficher les 27 au terme d'un sommet historique. Les ministres des Affaires étrangères qui ont fait spécialement le déplacement sur place pour démentir toute fatigue du soutien à Kiev. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est donc un sommet historique. Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l'Union européenne réunis tous ensemble à Kiev, en pleine guerre. La capitale ukrainienne ciblée le mois dernier encore par les drones russes. C'est dire la portée symbolique de cette visite que suit pour nous Emmanuel Chaz sur place. Emmanuel, un geste apprécié des Ukrainiens? Oui, tout à fait. C'est une visite hautement symbolique. D'abord parce que c'est la première fois que les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union européenne se déplacent hors du bloc pour cette réunion. Ensuite, parce qu'elle se tient ici, à Kiev, dans un pays qui est en guerre et surtout dans un pays qui est candidat à une adhésion à l'Union européenne. Donc un signal très fort. En témoigne notamment ce qu'a dit la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, qui a dit aujourd'hui aux journalistes que bientôt, l'Union européenne, elle s'inscrirait, elle irait de Lisbonne à Louhansk. Louhansk, une ville ukrainienne de l'Est de l'Ukraine qui a été annexée par la Russie depuis 2014. Donc un symbole fort que cette visite ici, aujourd'hui à Kiev. Alors sur quoi ont porté exactement les discussions ? Alors, il n'y a pas forcément eu de grandes décisions qui ont été prises, qui ont été faites aujourd'hui. En revanche, il y a eu beaucoup de brainstorming, comme l'avait affirmé d'ailleurs Josep Borrell, le plus haut représentant de l'Union européenne ici présent à Kiev aujourd'hui. 3 points principaux ont été évoqués. Dans un premier temps, l'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine, avec Josep Borrell qui a rappelé que cette aide n'était pas tributaire des succès ou non de l'armée ukrainienne sur la ligne de front. Donc là, on rappelle encore une fois que le soutien de l'Europe est inconditionnel. Deuxième problématique, ça a été les sanctions envers la Russie, avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a souligné leur importance, qui a enjoint l'Europe à ne pas suspendre ces sanctions. Enfin, évidemment, ce sommet, il était aux couleurs de l'Europe et c'est l'Europe qui a été discutée, notamment l'adhésion dans le futur de l'Ukraine à l'Union européenne. Merci Emmanuel Chaz, vous restez avec nous. Richard Verly, c'est important de relancer l'élan autour de l'Ukraine en ce moment. Alors c'est particulièrement important après ce qui s'est passé ce samedi en Slovaquie. Vous avez noté que le leader national populiste Robert Fico est arrivé en tête du scrutin. Il n'a pas encore formé un gouvernement, on va d'ailleurs l'évoquer, mais il avait pendant sa campagne électorale préconisé un arrêt de l'aide militaire. Donc il y a là un signal politique que les ministres des 27 se sont empressés de temporiser. Néanmoins, moi ce qui me frappe, c'est que pas de décision, on est dans le domaine du symbolique et je ne suis pas sûr quand même que les déclarations de la ministre allemande sur le thème ça y est, c'est fait, l'Union européenne ira jusqu'à Louhansk. Est-ce que c'est de nature à convaincre les populations européennes qu'il faut soutenir l'Ukraine? Parce que n'oublions pas quand même qu'il y a une peur aussi de l'élargissement à l'Ukraine et ça, c'est une manière de le raviver. Donc moi, je serais assez ambigu sur le résultat de telles déclarations dans le contexte actuel à 8 mois des prochaines élections européennes. Bruno Darou, qu'est-ce qui domine à l'issue de cette journée? La symbolique de cette présence ou bien voilà, le décalage peut-être aussi entre les opinions publiques européennes et leurs dirigeants? Ouais, moi je ne serais pas tout à fait d'accord. Je pense que les opinions publiques européennes restent quand même assez largement convaincues de la nécessité de soutenir l'Ukraine, ce qui menace plutôt l'Union européenne par ailleurs, mais pour des raisons différentes, je pense. C'est la montée en puissance des partis populistes, comme on vient de le voir en Slovaquie, mais comme on l'a vu évidemment en Hongrie, il va y avoir les élections en Pologne, il y a eu l'Italie. Donc c'est plutôt ça qui menace à terme la cohésion, les valeurs de l'Union européenne et peut-être donc cette volonté d'aider l'Ukraine quoi qu'il en soit. Moi j'ai trouvé que cette rencontre, elle était certes symbolique, mais enfin,
quand même, Josep Borrell a par exemple annoncé 5 milliards d'euros supplémentaires d'aide européenne l'an prochain pour 2024. Côté ukrainien, on a beaucoup insisté, Emmanuel l'a dit, sur quand même les sanctions, qu'il fallait absolument continuer les sanctions, notamment mettre en place des sanctions pour lutter contre le contournement des sanctions et aussi des sanctions contre l'industrie de l'armement et de la défense russe, contre l'industrie nucléaire. Donc je trouve quand même qu'il y a eu des bons échanges. Et puis aussi, c'était un moment important parce que, bon, vous avez parlé de la Slovaquie, mais ça survient aussi à un moment où, aux États-Unis, il y a une espèce de flottement. Hein. Il y a eu cette aide qui était destinée à l'Ukraine, qui a fait les frais un peu de l'accord provisoire entre républicains et démocrates. Donc le fait que, quasiment dans le même moment, l'Europe s'affiche, elle, physiquement, à Kiev, c'était aussi peut-être un message envoyé à l'Ukraine pour dire nous, alors sous-entendu à la différence des États-Unis, quoi qu'il arrive, nous continuerons notre aide, et puis un message envoyé à la Russie pour dire non, il n'y a pas de lassitude du soutien. Là où je serais plus mitigé pour le coup, c'est sur l'adhésion à l'Union européenne. Alors c'est à ça que je faisais référence dans les propos de la ministre allemande. Ah oui, de la ministre allemande. C'est précisément à ça que je faisais référence. Parce qu'effectivement, visiblement, si on a bien compris, ce qui a un petit peu avancé aujourd'hui, c'est que les négociations en vue de l'adhésion pourraient débuter à la fin de l'année, donc il y aurait une petite accélération du calendrier, mais une fois qu'on a dit ça, quand ces négociations commencent, le processus, il est très long, et si en 2030, l'Ukraine fait partie de l'Union européenne, eh ben, ce sera très bien. Donc la déclaration de la ministre allemande, ok, c'est bien sur le principe, c'est bien d'affirmer le projet politique, mais ça va prendre beaucoup de temps. Oui, vous vouliez ajouter, Richard? Oui, juste un point, c'est-à-dire que cette date de 2030, elle a été donc donnée par le président du Conseil, Charles Michel, pendant l'été, et quelque part, je trouve qu'elle est accrochée dans l'air. En fait, elle ne repose sur rien de précis. 2030, il y a, comme vous venez de le dire, des procédures d'adhésion qui sont longues, des négociations, et avoir donné cette date, c'est maintenant en faire une sorte de date butoir. Là encore, les populations européennes ont besoin d'être sûres que toutes les conditions seront respectées. Le 2030, c'est quand même presque demain. Oui. Et on a vu d'ailleurs dans le passé, parfois sur des échéances, des pays européens, parfois contourner un peu les règles pour pouvoir se qualifier. Et n'oublions pas qu'il y aura des référendums de toute manière dans tous les pays. Oui. Enfin, en France, ce sera un référendum pour approuver l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. On entend beaucoup dire la contre-offensive s'enlise. Pourtant, Emmanuel Chasse, Kiev parvient à croiser le fer, y compris en territoire russe, puisque Moscou dénonce des attaques de drones et d'obus de plus en plus fréquentes. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est aussi très présent dans les médias ukrainiens. Ces frappes, elles ont lieu de plus en plus souvent. Souvenez-vous, on en a parlé tout l'été, des frappes sur le territoire occupé de Crimée, des frappes dans les territoires russes le long de la frontière avec l'Ukraine, mais aussi jusqu'à Moscou. Alors souvent, d'ailleurs tout le temps, elles ne sont jamais revendiquées directement par Kiev. Pourtant, à plusieurs reprises, le chef du renseignement ou le ministère de la Défense ont admis que certaines cibles étaient privilégiées et étaient susceptibles d'être touchées en territoire occupé. Alors ces actions, eh bien, elles ralentissent l'armée russe, notamment lorsque ça touche les ponts de Crimée. Ce sont des ports d'approvisionnement sur la ligne de front du sud-est de l'Ukraine. Elle trouble aussi le moral des soldats russes. Il y a, dans les médias ukrainiens, il y a plus en plus de rapports de soldats russes qui feraient défection, notamment des pilotes. On a au moins 2 cas qui ont été avérés de pilotes qui ont quitté l'armée russe et qui se sont rendus aux autorités ukrainiennes. Donc ces attaques répétées sur le sol russe, même si elles ne sont pas revendiquées directement par Kiev, elles font aussi partie de cette guerre et notamment de cette nouvelle façon de faire la guerre. Les drones, ils sont utilisés
précisé également du côté russe. Vous l'avez rappelé, Raphaël, en début d'émission, Kiev a été touché il y a le mois dernier, il n'y a pas longtemps. On a eu les sirènes encore au-dessus de nous il y a à peine quelques jours avec des drones qui visaient la capitale. C'est une nouvelle façon de faire la guerre. Les Ukrainiens l'ont compris. Ils ont lancé cette armée des drones qui s'ajoute aux soldats sur la ligne de front. Ces soldats, ils continuent d'avancer à un prix énorme. C'est le prix des vies ukrainiennes. Mais ils arrivent à regagner du territoire très lentement, certes. Mais cette contre-offensive, elle est toujours en cours. Merci Emmanuel Chaz. Alors il a été question aussi aujourd'hui des céréales ukrainiennes. Kiev invite ce soir l'Europe à l'aider à exporter ces céréales par la mer Noire en pleine capacité. Manière, Bruno Darroux, de déminer les tensions avec la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie? Oui, parce que évidemment, on a tous en tête la tension entre la Pologne et l'Ukraine à propos notamment de ces exportations de céréales. Bon, il faut dire que la Pologne a un calendrier électoral. Dans même pas 15 jours, il y a des élections et il s'agit de ne pas mécontenter les paysans polonais. Donc on verra déjà ce que devient cette polémique après les élections. Mais alors là, l'Ukraine qui demande une protection européenne pour continuer à exporter par la mer Noire, là franchement je vois pas trop comment, parce que les Ukrainiens ont dit oui, comme ça ce serait comme c'était avant la guerre. Mais enfin, comme c'était avant la guerre, oui, évidemment, l'Ukraine pouvait exporter par la mer Noire sans aucun problème. Donc je vois pas trop en quoi pourrait consister l'aide de l'Union européenne pour exporter surtout à pleine capacité via la mer Noire. Alors peut-être le long des ports roumains, ça a été fait je crois il y a 15 jours environ par un ou plusieurs bateaux ukrainiens qui ont réussi comme ça à atteindre le Bosphore. Mais enfin, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Richard Verly, c'est un moyen aussi d'éviter d'avoir à écouler les céréales ukrainiennes par ces pays européens qui aujourd'hui font blocus. Oui, l'Ukraine est dans une situation difficile sur ces sujets agricoles pour les raisons que vous venez d'évoquer. Il y a des élections en Pologne, l'électorat agricole est un électorat très fidèle au parti au pouvoir, le parti Droit et Justice, donc bien évidemment, il ne veut rien faire pour les mécontenter. Alors moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans le cadre d'une crise passagère, mais c'est important, c'est très symbolique pour l'Ukraine, parce qu'elle doit aussi prouver à ses bailleurs de fonds européens, quelque part, qu'elle renvoie l'ascenseur. Ne l'oublions pas, les Européens, les Américains aident l'Ukraine, mais tout le monde se demande, au fond, qu'est-ce qu'on y gagne, si je puis dire. Et donc l'Ukraine, en tenant ses engagements d'exportation et en permettant au marché des denrées alimentaires mondiales, parce que c'est de ça dont on parle, le blé ukrainien, ensuite, il arrive dans des pays qui l'achètent. Donc elle permet ainsi de maintenir les céréales à un prix acceptable et de ne pas alimenter l'inflation. Vous savez que c'est la terreur des pays européens avec les problèmes de pouvoir d'achat. Donc je crois que c'est logique de la part de l'Ukraine de réclamer à pouvoir exporter. Oui. Encore une fois, l'interrogation sur les moyens d'y parvenir. Mon sentiment, c'est qu'une fois que les élections polonaises auront eu lieu, ça va se calmer et que de toute manière, l'intérêt objectif des pays européens, c'est quand même d'avoir les céréales ukrainiennes sur le marché mondial, justement pour éviter une flambée des prix. Alors la Slovaquie, elle moins allante, on l'a dit, dans son soutien à l'Ukraine, notamment en raison de cette question agricole. C'est ce qui ressort du vote du week-end aux élections législatives. Arrivé en tête, le parti populiste SMER-SD, c'est son leader, l'ancien Premier ministre Robert Fico, à qui revient la charge de former un gouvernement et de trouver une majorité. Pas sûr qu'il y parvienne, alors que le pouvoir sortant vaincu dans les urnes accuse la Russie d'ingérence. Alexandra Carini revient pour nous sur les résultats. Le populiste Robert Fico, grand vainqueur des élections législatives en Slovaquie. Avec son parti, le SMER-SD, il a fait campagne en usant de désinformation, en attaquant la politique migratoire de l'Union européenne, mais surtout en martelant son opposition à toute aide militaire supplémentaire à l'Ukraine contre l'invasion russe, une volonté réitérée lors de son discours de victoire. Nous ne changeons pas d'avis, nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire et à contribuer à la reconstruction du pays. Mais vous connaissez notre opinion sur l'armement de l'Ukraine. La Slovaquie et les Slovaques ont des problèmes plus importants que l'Ukraine. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Très critique envers l'Union européenne et l'OTAN, Robert Fico rêve d'une politique aux antipodes de celle menée par ses rivaux, les centristes pro-européens de Michal Šimečka. Nous devons dire que le SMER est le vainqueur, ce que nous respectons. Mais en même temps, nous pensons que c'est une très mauvaise nouvelle pour la Slovaquie.
Faute de majorité absolue au Parlement, pour gouverner, Robert Fico va devoir former des alliances. Sur les 24 partis en lice pour l'élection, 7 devraient être présents au Parlement. En troisième position, le HLAS, issu d'une scission avec le SMER il y a 3 ans. Son leader, Peter Pellegrini, a laissé entendre y être favorable. L'Ukraine qui dit respecter le choix du peuple slovaque, pourtant on le sait, opposé à l'aide militaire à Kiev, en tout cas dans son expression par les urnes, pour un quart de l'électorat au moins hier. Emmanuel Chaz, on fait qu'entre mauvaise fortune bon cœur, on appréhende peut-être aussi l'évolution, le glissement de la Slovaquie? Alors justement, j'ai parlé avec des Ukrainiens hier du résultat de ces élections. Ils étaient plutôt pragmatiques. Ce gouvernement n'a pas encore été formé par Robert Fico. Il y aura un jeu des alliances. Donc je pense qu'ils préfèrent attendre avant de s'exprimer clairement. Alors est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Oui, puisque de fait, un gouvernement Fico, ça sera un gouvernement pro-russe. Robert Fico, il n'a pas été avare de diffuser lui-même la propagande de Moscou à plusieurs reprises, de la désinformation. Il a d'ores et déjà affirmé que sous son gouvernement, l'aide militaire slovaque à l'Ukraine n'aurait plus lieu. Il a également dit que la Slovaquie, en tant qu'État membre de l'OTAN, bloquerait toute accession possible de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc des menaces à prendre très au sérieux ici, mais effectivement, les Ukrainiens sont plutôt pragmatiques. Dans l'immédiat, ils se concentrent surtout sur cette contre-offensive, sur les problèmes d'exportation de leur agriculture, de leurs céréales et également sur le renforcement des infrastructures énergétiques qui, selon plusieurs sources du renseignement, pourraient à nouveau être visées cet automne, cet hiver par les forces russes. Donc des problèmes plus immédiats. La Slovaquie, elle reste dans les esprits, mais je pense qu'on s'en inquiétera davantage ici une fois que ce gouvernement Fico, s'il y a lieu, s'il a bien lieu, s'il se met en place, sera effectivement déterminé, composé. Merci Emmanuel Chaz qui était avec nous en direct de Kiev pour France 24. Bruno Darroux, c'est un coup dur tout de même pour l'unité européenne, notamment dans le soutien évidemment à l'Ukraine. Oui, ou c'est pas encore fait, ou les jeux ne sont pas faits, comme on le dit à Kiev. Il faut quand même rester prudent, parce que potentiellement c'est un coup dur s'il arrive à former une coalition, ce qui ne va pas être si facile, parce que, vous l'avez dit, il a recueilli son parti... M. Fico a recueilli même pas 25% des voix. Il y a un autre parti qui est proche, qui a été cité dans le sujet, RLAS, qui pourrait faire coalition avec lui, même si les deux dirigeants étaient très bons amis avant et ne peuvent plus trop s'entendre actuellement. Donc ça sera de toute façon un peu compliqué, mais même ça ne suffirait pas. Il faudrait encore un troisième parti qui, lui, est moins sur cette ligne dure. Donc il faut... Voilà, là actuellement, le parti de M. Fico a une quarantaine de sièges, il faut arriver jusqu'à 75 pour avoir la majorité au Parlement. D'ailleurs, dans l'après-midi, le leader centriste qu'on a vu qui est dans la formation actuellement au pouvoir a dit justement, attendez, rien n'est joué, on va voir, pour le moment il est arrivé en tête, donc la présidente l'a chargé de former le gouvernement, mais c'est pas dit qu'il y arrive, et nous serions en mesure, avec pas mal d'autres partis, de pouvoir être une coalition alternative. On est un peu, si vous voulez, dans un scénario à l'israélienne, si vous voulez, c'est un régime parlementaire avec tellement de partis, voilà, un paysage politique tellement éclaté que pour faire une coalition, c'est pas facile, et c'est pas gagné pour M. Fico. D'autant qu'on accuse du côté de Bratislava la Russie d'avoir éventuellement fait preuve, en tout cas tenté d'influencer le résultat du vote. Ce ne serait pas la première fois, on l'a déjà vu, notamment lors du Brexit ou encore aux États-Unis, l'élection de Donald Trump. Ou de l'élection de 2017 en France. Oui, alors qu'il y ait eu peut-être une influence de trolls russes ou de machines à travailler les réseaux sociaux, c'est possible. Moi, je voudrais dire un mot sur Robert Fico. Moi, j'avoue que je suis... presque bouleversé d'apprendre qu'il revient au pouvoir, puisque vous savez qu'il y a eu le meurtre d'un journaliste, Jan Kuciak, qui l'avait obligé à quitter la tête du pays en 2018, et ce journaliste travaillait pour le groupe de presse pour lequel je travaille, Ringier, qui a des publications en Slovaquie. Et moi, je l'avais rencontré, Jan Kuciak. Donc je peux vous dire que voir Fico revenir, alors qu'il avait contre lui des manifestations énormes, vous faisiez le parallèle avec Israël, le pays est plus petit, mais il y avait des manifestations énormes à l'époque à Bratislava pour réclamer son départ, le voir revenir, c'est quand même un sacré choc, d'autant que non seulement il revient, mais l'oligarque qui avait été accusé d'être le commanditaire de ce meurtre a été relaxé
par la justice slovaque. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème d'état de droit en Slovaquie. Et ça va être ça, c'est là-dessus que, s'il revenait au pouvoir, que porteront les grandes difficultés, à mon avis, vis-à-vis de Bruxelles. Alors, quant à savoir si les Russes sont à la manœuvre, ils l'ont sans doute testé. Alors, du côté de Fico, c'est un personnage bizarre parce que c'est un national-populiste de gauche qui, au Parlement européen, son parti siège avec les sociaux-démocrates. D'ailleurs, vous avez vu, sur son nom, il y a en dessous marqué Smer, social-démocrate. Donc là, ça va être compliqué à gérer parce qu'il est politiquement antinomique avec les Polonais, qui sont un parti de droite, et avec Orban, qui est un parti absolument libéral, mais ils se rejoignent sur une chose, c'est les problèmes qu'ils ont avec l'Ukraine, sachant que les Polonais, eux, sont tout à fait anti-russes, alors que Orban et Fico sont pro-Poutine. C'est l'inverse de Giorgia Meloni, qui est très à droite. Vous avez raison, les Polonais ont parfois des relations compliquées avec les Ukrainiens, mais vis-à-vis de la Russie, on n'est pas du tout sur le même registre que la Hongrie. C'est l'inverse de Giorgia Meloni, qui est très à droite, mais qui soutient clairement l'Ukraine et s'oppose sur ce dossier de manière assez nette à la Russie. C'est ça. Alors n'oublions pas quand même le facteur... Il parle de l'OTAN, il y a un facteur qui s'appelle les États-Unis, et ça peut toujours avoir une influence sur un petit pays comme la Slovaquie, qui est un pays frontalier de l'Ukraine. Lorsqu'on entend aujourd'hui l'Ukraine dire qu'elle respecte le choix du peuple slovaque, ce n'est plus le ton véhément qu'avait adopté Volodymyr Zelensky envers ses voisins à la tribune de l'ONU. Vous pensez qu'il en a tiré des leçons, notamment de la crise ouverte avec la Pologne, Bruno Darou? Je sais pas, parce que là on est au lendemain d'une élection. Que peut dire un État qui en plus souhaite faire partie un jour de l'Union européenne? Ça aurait été très malvenu. Et puis, j'ai mis à dos son principal allié, la Pologne, quand même, avec des déclarations qui étaient très dures. Oui, mais il y a une vraie crise. Et voilà, il y avait une vraie crise directe entre la Pologne et l'Ukraine sur le dossier des céréales. Là, c'est pas le cas. On ne sait pas trop si la coalition Fico va pouvoir fonctionner. Moi, je dirais que c'est une déclaration prudente, peut-être en souhaitant évidemment qu'il n'arrive pas à former sa coalition. Oui, et puis du côté de Robert Fico, ce qu'il va falloir guetter également, c'est, je dirais, les déclarations qu'il va faire, notamment via sa formation au Parlement européen. Ce qui est quand même inquiétant, c'est le signal que ça envoie, vous l'évoquiez tout à l'heure, aux partis que moi j'appelle nationaux-populistes, souverainistes à travers l'Europe. Ça veut dire qu'il y a le sentiment que quand même une vague est en train de prendre forme. Et bien évidemment, ici en France, mais dans d'autres pays, ça peut donner pas mal d'idées à certaines formations. Autre actualité qui a un impact indirect sur la guerre en Ukraine, l'accord intervenu in extremis aux États-Unis pour éviter le fameux shutdown, une paralysie de l'administration fédérale, permis notamment en passant à la trappe une aide à l'Ukraine de 24 milliards de dollars, provisoirement écartée, même si Joe Biden se veut rassurant. Nina Masson. Elle est la laissée pour compte du projet de loi de finances américain. L'Ukraine, pierre d'achoppement entre démocrates et républicains. Les États-Unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale avec l'adoption d'une mesure d'urgence qui permet la poursuite de son financement, mais qui exclut l'aide à l'Ukraine pourtant réclamée par la Maison-Blanche. Je tiens à assurer à nos alliés, au peuple américain et au peuple ukrainien qu'ils peuvent compter sur notre soutien. On ne se dérobera pas. Cessez de jouer. Faites ce qu'il faut. La Maison-Blanche avait initialement réclamé que la loi de finances votée par les élus comprenne 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour Kiev. Face à l'absence de compromis, un nouveau vote sur un projet de loi distinct pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine, selon les médias américains. Un soutien vivement encouragé par le chef de la diplomatie européenne en visite à Kiev. Pour tout dire, nous avons été surpris par le fait que l'accord de dernière minute ait pris une décision que nous regrettons profondément. Dans un discours enregistré à l'occasion d'une journée d'hommage, le président ukrainien n'a de son côté pas abordé directement le vote au Congrès. Volodymyr Zelensky s'est contenté de rappeler que rien n'affaiblirait sa détermination à remporter la guerre. Alors on le voit, Washington n'est plus unanime dans le soutien à l'Ukraine. L'issue des élections l'an prochain aux États-Unis, Richard Verly,
pèsera sur le cours de la guerre en Ukraine et la capacité de l'Ukraine à tenir, à résister? Oui, c'est évident, il y aura un lien direct. Alors, est-ce qu'une administration Trump pourrait se permettre de lâcher l'Ukraine? On l'évoque beaucoup, mais pour l'instant, Trump n'est quand même pas allé jusque-là. Il a lancé, comme toujours avec lui, des déclarations très provocantes, mais il s'est bien gardé de dire « j'arrêterai le soutien militaire ». Du côté de Joe Biden, il y a le fait que pour l'instant, la Maison-Blanche ne donne pas les missiles à longue portée que l'Ukraine réclame, même chose pour l'Allemagne d'ailleurs, qui ne donne pas ses missiles Taurus. Moi, l'élément qui me frappe le plus, c'est qu'aujourd'hui même, Donald Trump était devant la justice américaine pour son procès, plus combatif que jamais. Et Joe Biden, vous avez vu, quand même un peu hésitant, on a l'impression qu'il est affaibli. Est-ce que l'image de Joe Biden, chef de guerre, va tenir pendant la campagne? J'avoue que j'ai une véritable inquiétude. Bruno Darousse, il y a un vrai risque pour la guerre en Ukraine, là, ou en tout cas pour oui, bien sûr, il y a un risque, mais moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Richard Verlitz, c'est-à-dire que entre ce qu'on dit en campagne et puis ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire une fois qu'on est élu, il y a une marge. Il y a aussi un lobby militaro-industriel, comme on dit, à qui ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ça profite. Donc même Donald Trump, il ne pourra pas faire absolument n'importe quoi. Mais enfin, c'est sûr que ça compliquerait la situation par rapport à ce qui prévaut depuis février 2022, c'est-à-dire quand même une administration américaine qui assure, qui assure, je crois, 70% des dépenses militaires, hein, pas globalement. Au global, d'ailleurs, l'aide de l'Union européenne est supérieure à celle des États-Unis, mais concernant uniquement les dépenses militaires, à eux seuls, les Américains, c'est 70% de cette dépense. Donc évidemment, s'il y a des rétropédalages, ça aura un impact sur la guerre en Ukraine. Et de toute façon, ça va être un des thèmes de la campagne électorale aux États-Unis. On suivra ça évidemment ensemble et avec vous. Messieurs, merci beaucoup. Merci Richard Verlitz d'avoir été avec nous. Merci Bruno Darousse. C'était On va plus loin. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Depuis le coup d'État en 2021, l'ethnie minoritaire Shin subit une guerre sans relâche contre la junte au pouvoir. Une guerre pour la démocratie, longue et destructrice. Reporter, à voir sur France 24 et France24.com.